Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et au lendemain de la COP21, je voudrais juste vous rappeler un petit chiffre parce que finalement on en a assez peu parlé. En France, le transport touristique est responsable de 8% des émissions globales de gaz à effet de serre, dont les 2 tiers sont générés par l'avion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le réseau Action Climat. Et si rien n'est fait pour les réduire, les émissions tripleront d'ici 2050, les émissions du transport aérien. Alors on va peut-être se pencher un peu sur la question. D'aucuns l'ont déjà fait, vous en connaissez quelques-uns. Et puis d'autres qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec Catherine Monoury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du musée de l'air et de l'espace et donc toutes ces questions-là, vous les regardez de près, notamment les propositions faites par l'association Transocéan. René Bouchara, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes designer et vice-président de cette association qui a été fondée en 2012 avec un objectif, réhabiliter le dirigeable. Éric Van Rompuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de PNO Consultant et vous êtes notamment expert de la mobilité. Puis nous sommes en ligne avec Raphaël Dinelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien skipper, créateur et directeur de recherche de la Fondation Océan Vital. Et vous, votre idée, c'est l'avion hybride électrique solaire, mais aussi aux algues. Vous nous raconterez ça dans un instant. Il est vrai, Catherine Monoury, pardonnez-moi, qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît. On connaît certaines initiatives comme Solar Impulse. Par exemple, ça, effectivement, l'avion solaire, parce que le personnage est médiatique, parce que c'est américain, parce qu'il y a des moyens. Ça, on connaît. C'est tout à fait intéressant parce que, en fait, pour pouvoir continuer à voler, il va falloir résoudre un certain nombre de problèmes, dont la consommation, le bruit, et puis pour ça, ça paraît assez logique de vite utiliser l'électricité si on peut. Et puis aussi les cyberattaques, voilà, les quatre grands domaines. Et pour ça, Solar Impulse fait un travail extraordinaire. C'est vrai que Bertrand Piccard et André Boschberg sont très médiatiques, très intéressants à écouter. Et surtout, ils nous disent qu'on a déjà quelque part ce qu'il faut et que c'est pas pour les générations futures qu'on travaille, mais c'est bien pour maintenant, que ce sera créateur d'emplois, que ça va vraiment faire bouger les choses. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du premier vol motorisé par les frères Wright. Et puis, 66 ans après, la même année, on fait voler le Concorde, donc le Grand Luxe et le subsonique, et on fait voler le 747 et on va sur la Lune. Et puis, depuis 50 ans, on fait un peu les mêmes choses. Maintenant, ce qui est merveilleux, ce qu'on a vu à la COP21, qu'on voit partout, c'est toutes les initiatives et voir qu'on va repartir d'une feuille blanche. Il faut faire autre chose. Et c'est ce que prouve Bertrand par un tour du monde quand même tout à fait très difficile à faire, mais qui nous montre quelque part une forme de vol perpétuel. On pourrait rester en l'air très longtemps sans polluer, sans faire de bruit. Bien sûr, c'est pas cet avion-là. On le développera comme celui de Raphaël Dinelli qui a effectivement une autre vue, parce qu'il va être hybride, mais qui pourra aller être l'avion de l'aéroclub de Monsieur Tout-le-Monde et étudier les avions de demain. Mais Catherine Monoury, ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous dites, on reprend une feuille blanche, c'est un petit peu... On est au début de l'aventure, ce sont des aventuriers. C'est une nouvelle histoire. Si on voulait, il y a eu ces 70 ans extraordinaires, 50 ans où finalement on fait un petit peu évoluer, mais les avions se ressemblent tous, il n'y a pas beaucoup de surprises. Maintenant, il va y en avoir, on n'a plus le choix. Et pour ça, on va redevenir créateurs comme au début, ce qu'ils sont en train de faire. Alors justement, Raphaël Dinelli, vous êtes skipper, vous êtes un aventurier, donc votre idée, c'est l'avion hybride électrique solaire, mais aussi aux bio-algues. Vous en êtes où de cette histoire d'Eraol? Oui, bonjour. On a présenté dans cet avion à la COP, donc lors de la présentation, Catherine était parmi nous. Et puis là, d'ici quelques semaines, on va faire les premiers essais en vol. Et puis, on espère donc partir sur New York vers le mois de mai et tenter sur les traces de Charlottenberg en 1927 de faire donc New York-Le Bourget avec cet avion qui est tracté par des moteurs électriques et on lui amène donc plusieurs sources d'énergie le plus propre possible. Sans rentrer trop dans la technologie, parce qu'on serait vite perdu ici, mais comment ça marche et qu'est-ce qui fait que ça va pouvoir tenir longtemps?
Ça marche, c'est tout simple, c'est comme une voiture électrique. En fait, l'hélice, elle tourne grâce à des moteurs électriques. Ces moteurs électriques sont branchés sur des batteries, en étant très simple. Aujourd'hui, le moteur électrique existe avant le moteur thermique, mais là où le bas blesse un peu, c'est le stockage d'énergie dans ces batteries. La capacité massique est encore assez faible par rapport au kérosène, par exemple. Donc, si on devait embarquer depuis New York jusqu'au Bourget des batteries, on aurait presque 3 tonnes de batteries. Donc, c'est pas encore possible, peut-être dans quelques années. Et donc, en fait, on a une petite batterie de puissance. Et l'idée, c'est de fabriquer l'énergie électrique à bord pour alimenter ces moteurs électriques, cette hélice. Et le quiz du projet, c'est justement de ne pas utiliser des carburants fossiles. Alors, Eric Van Rompuy, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé aussi sur ces questions-là de mobilité en polluant moins, sur la voiture, parce que c'est quand même aussi, ça paraît le plus simple. Mais est-ce qu'on peut appliquer, vous avez travaillé beaucoup sur cette mobilité, ce qu'on applique à la voiture, à l'aérien, par exemple? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, c'est pas nécessairement aussi simple que ça, parce qu'effectivement, dans la voiture, on voit beaucoup de prospection. Le luxe est différent. Le luxe, par exemple, dans les voitures, c'est de ne pas avoir de bouchons, éviter des accidents. Dans l'aéronautique, on n'a effectivement pas de bouchons, on n'a pas, pas beaucoup d'accidents parfois, mais c'est-à-dire c'est quand même rare. La problématique n'est pas là. Donc, dans l'aviation, c'est surtout plus une question technologique, écologique aussi. Donc, effectivement, des avions consomment pour le décollage une quantité de carburant très importante. Quand ils sont en train d'attendre sur la piste, ça continue à tourner. C'est-à-dire là, on peut effectivement faire des économies d'énergie déjà importantes. Alors effectivement, la voiture ne va pas marcher au solaire, mais là où on avance dans la voiture, c'est l'électricité et puis la voiture autonome. Effectivement, c'est ça l'avenir pour continuer à avancer, là aussi toujours avec cette problématique de polluer moins. Oui, exactement. Donc en plus, c'est-à-dire on ne sait pas exactement l'impact que va avoir la voiture autonome. Ici en France, ni en Europe quelque part. Il y a des études qui disent effectivement, si on met en place, par exemple dans des grandes villes comme Paris, la voiture autonome, avec effectivement aussi des applications qui permettent de partager des véhicules. Donc on pense un petit peu Blablacar ou un style Uber mais autonome. Ça veut dire que ça peut réduire le nombre de véhicules à Paris par 10. Ah oui. Donc tout de suite, plus de bouchons. Donc plus de bouchons, ça veut dire on n'a pas besoin non plus d'avoir des voitures partout dans toutes les rues. Ça veut dire qu'il y a la moitié des rues qui deviennent piétonnes. Ça veut dire que c'est une qualité de vie sans bruit, sans pollution, sans danger. On vit vraiment dans la ville. Alors c'est intéressant parce que les uns et les autres, presque aujourd'hui, vous nous faites rêver et en même temps, à un moment donné, tout ça va devenir très concret. Comment ça va devenir concret, René Bouchara? Transocéan, cette histoire de dirigeable, l'idée c'est de réhabiliter le dirigeable de façon électrique, parce que c'est bien cette idée-là. Vous avez déjà traversé la Manche? Absolument, on a une feuille de route qui constitue de battre 4 records du monde, le premier étant la traversée de la Manche qui a eu lieu et effectivement nous étions sur un dirigeable électrique. Donc la volonté c'est de réhabiliter le dirigeable et de prouver que c'est un moyen plus qu'intéressant pour effectuer des travaux aériens sans polluer. Est-ce qu'à un moment donné, on pourra transporter des marchandises et surtout des gens, puisque c'est ce qui nous intéresse? Est-ce qu'on pourrait voyager avec le dirigeable électrique? Alors j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on voulait prospecter et présenter des projets extraordinaires, on pourrait nous traiter de fous, mais si on revient aux années 20 ou aux années de gloire du dirigeable, on l'a fait, ça existait. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont voyagé dans un luxe extraordinaire, qui ont traversé la planète. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est envisageable, mais j'aime à penser qu'on ne peut pas le faire directement. Je pense que, pour citer Goethe, l'auteur nous attire, non les marches d'accès. Il va falloir y aller petit à petit et de prouver à la fois la performance, le design, et de prouver qu'on est capable de réinventer le dirigeable. C'est intéressant, effectivement, vous êtes designer au départ. Donc dans cette aventure aérienne, quel est votre point de vue? Qu'est-ce qui vous intéresse justement? C'est qu'il y a l'aspect technologique, mais aussi cet aspect-là du design? Alors oui, il y a le design, parce que le design, on peut toujours dessiner, mais c'est du biomimétisme, parce qu'on doit s'inspirer de la nature et de comprendre un petit peu la nature et de comprendre que lorsque l'on est en l'air, comme un dirigeable, c'est un petit peu lorsque on est en mer, en poisson. C'est-à-dire que là où l'avion a une enveloppe de vol, il doit être entre 2 vitesses, une faible et une rapide. Le dirigeable n'a pas ce problème. Lui a la capacité
l'électricité. Alors on l'appelle aussi plus léger que l'air et ça le rend plus compréhensible. Il ne dépense pas d'énergie pour être en l'air. Donc toute la beauté du dirigeable est là. Et dans cette faculté de ne pas dépenser d'énergie pour se maintenir en mode d'observation. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse, on est près dans les airs. Il se passe aussi des choses sur, d'ailleurs vous vous appelez Transocéan, donc vous êtes un petit peu dans cette idée-là, sur mer. Il y a Peace Boat, vous connaissez sans doute cette ONG qui organise depuis plus de 30 ans des voyages maritimes éducatifs. Elle a présenté aussi lors de la COP 21, c'est une ONG japonaise, le projet EcoShip, donc c'est un énorme paquebot, là aussi, mais avec murs végétaux à l'intérieur, avec aspect pédagogique et surtout des sortes de voiles solaires. Donc effectivement, on imagine aussi, sauf que le problème, là aussi, le nerf de la guerre, c'est le financement. On en est où pour Transocéan, pour le financement? Il y a une opération de crowdfunding? Il y a une opération de crowdfunding, mais il y a surtout la recherche de sponsors. On est sur un projet qui est de l'ordre de 800 000 euros. On en a levé la moitié. On a quelques partenaires et on en cherche d'autres à l'heure actuelle. Catherine Monory, quels sont dans tout ce que vous avez entendu là, on a quelques pistes comme ça dans ces moyens de se déplacer de demain ou voire d'après-demain, parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui vous paraît le plus possible, le plus plausible? Si on veut concilier le développement durable et le développement encore de notre voyage aéronautique, il y a un certain nombre de choses qui vont nous aider à ne plus polluer effectivement, à ne plus avoir ces particules fines, les suies, toutes ces choses très mauvaises pour la santé, le dioxyde d'azote, le CO2. Donc on a quand même, si on veut continuer au même rythme et même augmenter, puisque les industriels se sont engagés à diminuer de 50% pour 2050 les émissions de toutes ces particules toxiques. Il va falloir diminuer la consommation, ça c'est certain, trouver des tas de façons de le faire. Et vous parliez de design, le design en est une. Le design des nouveaux avions va être très intéressant, les matériaux, le poids, la résistance, les biocarburants dont parlait Raphaël, l'électricité, et puis une nouvelle façon de se déplacer, des nouvelles procédures. Je pense à Solar Impulse, il ne pourrait rien faire sans les satellites non plus, et sans la météo qui va l'aider à passer dans certains endroits et pas dans d'autres. Donc accepter de à nouveau travailler avec la nature, de servir de certains courants, de changer, on doit pouvoir en 2020 ne pas avoir augmenté nos émissions de CO2 et de particules, et en 2050 avoir diminué, tout en ayant beaucoup moins de bruit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets pour des avions qui iront de 2000, 1000, 2000, 5000 jusqu'à 6100 km/h sont prévus. Ils sont déjà en effervescence dans les cartons. Pardon, Raphaël Dinelli, vous êtes skipper, navigateur. C'est vous qui allez prendre les commandes de Eraol et comment vous vous y préparez? Oui, mais depuis 5 ans, on va dire, je lâchais la barre de mon bateau pour prendre le manche d'un avion. Mais je me suis formé, voilà, en passant toutes les qualifications qu'il fallait. Et puis j'ai beaucoup autour de moi de personnes qualifiées qui m'ont apporté cette culture que j'apprends tous les jours de l'aviation. Moi j'avais, c'est vrai, une culture plutôt maritime, mais mes instructeurs, il y a beaucoup de liens communs. Hein. Quand ils m'ont pris à voler, ils me disaient qu'une aile d'avion se règle comme une voile de bateau, donc l'aérodynamisme est à peu près similaire entre un avion et un bateau. La construction en carbone qu'on a réalisée, beaucoup de parties similaires. L'avionique, la navigation, il y a aussi beaucoup d'éléments similaires. Bon, après, c'est sûr que moi j'ai fait de la compétition avec des moments très durs, hein, sur le plan cellules de crise, naufrage et autres, etc. Ce que j'ai appris en avion, même un petit vol privé ou n'importe quel vol, quand on décroche ou quand il y a un problème, la partie sécurité est quand même nettement au-dessus, mais voilà. Oui, parce que vous allez rester de Soura, c'est 60 heures, non, que vous allez rester dans ce minuscule cockpit? Oui, moi j'ai une vitesse de 100 km/h, donc 5800 km New York-Le Bourget, c'est envoyé 58 heures. Voilà, il va falloir évidemment avoir une fenêtre météo excellente et je suis à 10 000 pieds, donc j'ai aussi des problèmes de masse, donc je n'emporte pas d'oxygène embarqué, pas de chauffage la nuit, je n'ai pas de dégivrage sur les ailes et sur l'hélice. Voilà, on se retrouve un peu comme les anciens avec les mêmes problématiques parce qu'ils avaient des problèmes de masse, ils avaient des problèmes de puissance, de fiabilité des moteurs et comme disait Catherine, voilà, on
On fait un peu la même chose que faisaient les anciens, mais avec des technologies modernes, et elles existent, hein, comme dit Bertrand Piccard, elles sont là, il faut maintenant les développer et il faut passer dans cette nouvelle ère. Et donc on essaye de rentrer dans ces nouvelles technologies et on va essayer de démontrer que c'est possible rapidement. Effectivement, ça sera du coup dans quelques mois. Juste dernière question, René Bouchara. Là, on parlait de 60 heures avec votre dirigeable chez Transocéan pour traverser l'Atlantique. Ça sera, vous imaginez Ça sera quelques jours, mais je veux juste vous donner un petit détail par rapport à la beauté du dirigeable et à la faculté de se maintenir en l'air. Le record a été battu dans les années 50, je crois que c'est 57, et c'est 10 jours et demi sans toucher le sol. Donc quand même, ça prouve que c'est un moyen qui est assez intéressant de ce point de vue. Mais ça va avec l'idée de slow voyage aussi. Est-ce que vous racontiez un petit peu tout à l'heure, on va prendre le temps. On prend le temps aussi de se poser avec Mathieu Sévin qui nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour Karine. Notre reporter spécialiste auto à la rédaction. Enfin, quand je dis auto, effectivement, on vient de parler d'avion, dans les moyens de polluer moins. Mais vous avez trouvé des sortes de choses hybrides finalement. Alors, moi j'ai fait la synthèse entre le sujet dont vous venez de parler, l'aéronautique, et celui que je maîtrise, l'automobile. Je vous présente la voiture avion. Alors, c'est un concept aujourd'hui. Principal avantage, c'est qu'elle a des ailes rétractables. C'est quand même plus pratique pour se garer. Par contre, famille nombreuse, abstenez-vous, il n'y a que 2 places. L'hélice est située à l'arrière. Alors, avantage également, c'est que pour faire le plein, pas besoin de chercher une pompe à kérosène, donc de traîner autour des aéroports. N'importe quelle station-service fera l'affaire. Question autonomie, l'avion, en mode avion, c'est à 700 km, donc ne comptez pas faire Paris-New York avec. Et puis, petite précision, pour utiliser cet engin assez révolutionnaire, il vous faudra le permis de voiture, mais aussi une licence de pilote. Alors, franchement, à mon avis, c'est pas pour demain, ni pour après-demain. Ça vous plairait, ça, Catherine Monory? C'est très amusant, j'ai beaucoup regardé ça, mais ça reste soumis à la réglementation aérienne, donc elle doit aussi partir d'un aérodrome, parce que si au milieu des embouteillages, moi j'en ai assez, je me repose pas mes ailes. C'est ce qu'elle disait finalement, Eric Von Roppé. Et là, ce sera sans doute pas possible. Mais, pas encore. Mais il y a des voitures volantes qui volent, effectivement, il y en a eu plusieurs. Bon, c'est pas... Allez, un peu plus réaliste, quoique, si on se tourne vers la Tesla. Plus réaliste, je vais parler de la voiture électrique. Alors, pas de la Zoé, de la Leaf ou encore de la Blue Car, c'est trop bas de gamme. On va prendre un modèle de luxe de la marque Tesla, le Model X. C'est un crossover, vous savez, ces voitures à mi-chemin entre 4x4, berline et monospace. Là, le plus, ce sont les portes papillons. C'est très joli quand ça s'ouvre, c'est dangereux. C'est un peu comme un avion, finalement. Oui, c'est un peu dangereux quand même dans les parkings, bas de plafond, parce que vous risquez de refaire rapidement la carrosserie. Avantage également, c'est que ça a 7 places. L'autonomie est intéressante puisqu'elle varie entre 360 km et 450. Tout dépend du modèle. C'est clair, si vous prenez le modèle de base, ce sera celui qui a la moins d'autonomie. Et puis, gros inconvénient de la voiture électrique, c'est que le maillage des bornes de recharge reste encore très faible en France, même si ça progresse petit à petit. Et puis, autre frein de taille, même si je sais que dans le luxe, ce n'est pas vraiment un problème, c'est quand même le prix. 75 000 € le modèle de base. D'accord. Et si on continue comme ça dans ces propositions, l'aéronautique, l'automobile, dans les 2 roues, il se passe quelque chose aussi? Harley-Davidson, ça vous dit quelque chose? Bah oui. Voilà. Eh bien, Harley, madame, se lance dans la moto électrique. Mais alors, le bruit, ce dont on parlait tout à l'heure, là. Le bruit, le problème, voilà, le bruit des Harley est particulier. C'est à ça qu'on reconnaît les Harley-Davidson. Là, on ne sait pas quel bruit fera cette moto électrique. Par définition, un engin électrique est très silencieux. Donc, reste à savoir si Harley va carrément changer de stratégie. Là, il faudra attendre 2020 pour la commercialisation de cette moto électrique. Et puis, Karine, si réellement vous voulez un bilan carbone exceptionnel, moi, je vous conseille tout simplement de chausser une bonne paire de chaussures Louboutin et puis de marcher. Très bien, vous avez raison, c'est le meilleur conseil. C'est compliqué pour traverser l'Atlantique, mais en tout cas, c'est le meilleur conseil. Merci beaucoup, Mathieu Sévin. Merci à vous, Eric Von Roppé, directeur général de P&O Consultant. Catherine Monory, directrice du musée de l'air et de l'espace. Effectivement, on peut apprendre plein de choses si on s'y tente. René Bouchara, on attend donc le dirigeable électrique Transocéan. La traversée transatlantique sera pour quand? Oh, ça c'est le dernier, c'est le 4e record, mais je pense qu'on fera le tour du monde ensuite. Mais déjà, on est à battre le record du monde de vitesse l'année prochaine. Eh bien, voilà, ce sera notre rendez-vous. Et Raphaël Dinelli sur Eraol, ce sera dans quelques mois. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été avec nous.